Je vais vous présenter donc nos chiffres à nous, qui sont pas très très différents. D'ailleurs, il y a quelques variations. Et puis, je vais essayer de les commenter sous un autre angle, du coup, pour pas que vous ayez à chaque fois le même type de commentaire. Et on conclura sur le e-retail média, qui est assez intéressant, qui a une croissance très forte et qui donne aussi des perspectives pour ceux qui ne sont pas dans les 90% du digital. Donc là, je pense qu'il y aura un point intéressant aussi de commentaires là-dessus. Donc nous, la reprise, on l'a estimée à plus 20% entre 2021 et 2020 et à un recovery versus 2019 de l'ordre de 9%. Donc ça, c'est un chiffre qui est assez surprenant, puisqu'il y a 6 mois, on n'avait pas du tout prévu ça. Et si vous vous rappelez, au moment de la sortie du premier confinement, les prévisions à la fois alarmistes et effrayées du monde de la communication, évidemment, on peut finalement, pour l'ensemble de l'écosystème, se satisfaire de chiffres comme ça aujourd'hui, qui montrent que, effectivement, les annonceurs ont accompagné la reprise économique en réinvestissant dans l'ensemble des médias, même si, bien sûr, il y a des disparités. On en a déjà beaucoup parlé, je vais le redire tout à l'heure. La façon dont on le voit, nous, par médias, c'est assez semblable à ce qui a été présenté par Bertrand et dit par Pierre aussi. Globalement, il y a évidemment le digital qui prend une grosse partie de cette croissance, avec une croissance de 35% par rapport à 2019, donc qui est considérable, certainement accélérée par ce qu'on a vécu. Ça aurait peut-être été une croissance de 10 ou 15% s'il n'y avait pas eu la pandémie, c'est 35%. Et à côté de ça, ce qui était assez surprenant, alors nous on a des chiffres peut-être un peu plus faibles, mais la télévision qui devrait être en hausse en 2021 par rapport à 2019, ça c'était pas tout à fait prévisible. Alors pour ceux qui opèrent en télévision en ce moment, ils voient bien que les écrans sont complètement saturés et qu'il n'y a pas de place sur la fin d'année, donc ce qui est plutôt rassurant. Donc c'est aussi ce qui explique l'inflation. Mes collègues l'ont très bien dit, ça n'empêche pas les audiences de recommencer à baisser comme elles le faisaient à partir de 2019. Donc on est vraiment dans un marché assez tendu où globalement les gens regardent moins la télé, mais elle coûte de plus en plus cher. Pour autant, elle reste un formidable vecteur d'efficacité, donc évidemment, il faut y aller. Et les 3 autres médias plus historiques donc, ont des destinées un peu diverses. La radio résiste bien, ce qui est pas forcément évident parce qu'il faut reconnaître que les audiences radio sont quand même pas au rendez-vous. Alors bon, les publications d'audience sont elles-mêmes pas toujours au rendez-vous, ce qui certainement explique cela. Mais c'est vrai que dans un monde où le télétravail et le présentiel vivent ensemble, la radio c'est un média de mobilité, donc on peut s'attendre évidemment à des bouleversements. Pour autant, c'est un média qui est extrêmement intéressant dans les périodes complexes. On l'a vu pendant les périodes contraintes des confinements, on ne pouvait pas shooter en télé, on ne pouvait pas produire. La radio, c'était une façon quand même de toucher une audience relativement large avec des moyens ajustés et des process simplifiés. Donc la radio résiste bien. On a coutume de penser qu'elle résiste toujours dans les périodes de crise, donc c'est ce qu'on observe là. Et puis après, c'est l'affichage. Donc l'affichage, évidemment, court après les réseaux non vendus des périodes complexes qu'on vient de traverser, mais ils sont plutôt les chiffres sur la fin d'année sont plutôt bons et les tendances 2022 aussi. Donc c'est vrai que c'était un média dont la croissance était remarquée avant la pandémie, notamment grâce à l'affichage digital. Ça va continuer probablement et ça va revenir. Et c'est aussi un média dont il faudra analyser avec intérêt les audiences, puisque plus les gens se déplacent, plus il y a d'audience affichage. Donc là aussi, dans un monde du travail qui va se modifier, c'est important de le regarder. Et enfin la presse. Alors la presse, c'est le plus difficile à estimer, puisqu'il y a des destinées assez diverses entre la presse magazine et la presse quotidienne. Mais effectivement, le trend baissier qu'on observait ces dernières années s'est un petit peu accentué, à la fois parce qu'il y avait évidemment la difficulté de toucher son audience dans les périodes contraintes, et puis probablement un vrai sujet sur la presse magazine qui aujourd'hui est devenu quasiment un produit d'ultra-luxe dans la chaîne de l'information et donc qui doit probablement se réinventer pour arriver à maintenir des audiences assez fortes. Voilà, donc on a des destinées assez diverses et des chiffres à peu près comparables à ceux de mes camarades. Je vais passer vite là-dessus. Donc la reprise économique est là. Les annonceurs, nous en tout cas, dans la vision Publicis, nous on représente à peu près 25% du marché. On a plutôt des annonceurs qui sont assez ambitieux sur la fin d'année 2022, donc on peut considérer que ce trend va continuer. Et puis évidemment la part de marché d'Internet. Alors Bertrand disait 60%, nous on est à 55%, mais la tendance est à peu près la même. Aujourd'hui, elle s'est effectivement accélérée très fortement, avec 2 acteurs qui en profitent particulièrement, 3 on va dire, donc qui sont évidemment Google et le groupe Facebook sur la partie search et social, qui sont évidemment la part d'Internet qui profite le plus, et puis aussi Amazon qui est évidemment en train de grandir à travers le e-commerce. Donc
Là, l'enjeu, je pense, pour la diversité, alors mes camarades en ont beaucoup parlé, on est tous très alignés là-dessus, sur la nécessité d'un écosystème divers. D'abord, c'est bien que ces plateformes commencent à payer des impôts, je crois qu'on en a besoin quand on a un système de santé éprouvé, donc ça serait bien qu'ils respectent un peu les règles des démocraties et les règles du vivre ensemble. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, sur le partage de la valeur média, c'est important aussi effectivement de préserver certains équilibres démocratiques et puis d'aller vers, ce qui était très bien dit avant, vers l'efficacité. Et il y a probablement une très belle carte à jouer sur les marques médias historiques là-dessus, puisque la réalité de ce qu'on a observé, nous, pendant la pandémie, en agence, c'est évidemment un bouleversement total des comportements des consommateurs sur tous les sujets. Donc le rapport au travail, le rapport à sa maison, le rapport à la consommation, le rapport au commerce, le rapport à la culture et au loisir, tout a changé, les historiques de data ont tous explosé, et aujourd'hui, même si le monde dans lequel on est en octobre 2021 n'est pas complètement le monde d'après qu'on voyait sur certains PowerPoint, il y a énormément de comportements consommateurs qui se sont modifiés. Donc moi, je suis assez convaincu que les marques médias qui sauront les comprendre mieux que les autres et plus vite que les autres arriveront justement à sublimer un peu leur croissance. Et c'est le rôle que doivent porter les agences de l'UDECAM, les agences médias au sens large. Nous, notre vocation n'est pas de comprendre parfaitement les équilibres médias, c'est de comprendre les gens et d'y apposer notre culture média. Donc aujourd'hui, l'opportunité, elle est vraiment dans la compréhension des comportements des consommateurs qui sont tous en train de changer. Vous en faites tous l'expérience. Et on va y revenir un petit peu avec le spectre du e-commerce. Alors, dans la croissance digitale, il y a pas mal de drivers, évidemment. Nous, on en a isolé 3. Le premier, c'est évidemment les e-commerçants. La FEVAD donne 27 000 nouveaux sites marchands en 2021, donc 27 000, ça veut dire que depuis le début de cette intervention, il y en a au moins 2 ou 3 qui se sont créés. Donc c'est quand même assez considérable. Donc tous ces e-commerçants, qui soient issus de grands groupes, qui soient issus de fusions ou qui soient des start-upers qui se lancent, évidemment investissent en digital assez rapidement, le plus possible pour exister dans leur catégorie. Après, quand ils ont un peu plus de moyens, ils vont chercher de la notoriété en télévision ou ailleurs, mais au départ, évidemment, ils contribuent à la croissance digitale. Et le premier réflexe d'un start-upper qui crée un site d'e-commerce, c'est d'acheter des AdWords et c'est évidemment de développer sa présence sociale. Donc c'est ce qui explique aussi le point important du search et du social et le chiffre que donnait Pierre tout à l'heure sur le 80-20 des annonceurs en direct par rapport aux agences qui sont dans un équilibre un peu plus divers, on va dire. Il y a les grands acteurs de la distribution aussi, donc les retailers sont en train d'effectuer leur mue ou l'ont achevé pour certains vers l'omnicanalité. Donc bien entendu, ça provoque un transfert des investissements vers le digital. Aujourd'hui, quand on est un retailer qui regarde son chiffre d'affaires 3 fois par jour, on regarde aussi son trafic site, on regarde aussi son chiffre d'affaires e-commerce. Et c'est vrai que même si ça représente aujourd'hui à peu près 15% du commerce marchand, c'est en croissance très très forte. Et enfin, il y a des secteurs qui ont résisté particulièrement à la crise ou qui se sont complètement transformés. Il y en a un qui a à peu près les 2 attributs, c'est le luxe, qui du coup effectivement a des résultats qui sont assez spectaculaires en 2021. Et dont les marques ont totalement transformé leur système de communication en allant évidemment vers beaucoup plus de digital, beaucoup moins de presse dans la majorité des cas. Et évidemment, tout ça porte les médias online. Alors les perspectives telles que nous on les a estimées, elles sont effectivement sur déjà des trends de croissance sur les 3 années à venir, avec effectivement un digital qui devrait continuer à avoir une croissance à 2 chiffres. Donc on estime entre 10 et 15% selon les années, mais là, je rejoins Pierre Calmar, là il faut faire confiance à l'intuition plus qu'aux chiffres, puisqu'on est à peu près sûr qu'on n'aura pas les bons chiffres. C'est évidemment, les prévisions court terme sont faciles à faire dans nos métiers, à échéance 3 ans, ça devient un petit peu compliqué. En tout cas, nous, en tirant les courbes et en essayant d'anticiper les trends, on arrive à ces croissances-là, donc plutôt des croissances à 2 chiffres sur le reste du digital et un peu plus marqué sur le search et le social. Et pour les médias historiques, c'est plutôt entre 0 et 5%. Et là aussi, ça va être compliqué à estimer. L'impact de la fusion TF1-M6, évidemment, ne sera pas neutre si elle se produit. Et un horizon de 3 ans sur la radio, la presse, est quand même assez difficile à prévoir. Donc en tout cas, on a des croissances qui sont plutôt positives. Et c'est vrai que nous, ce qu'on sent des annonceurs, c'est en tout cas pour 2022, une volonté d'investir assez, un peu comme avant en tout cas, et de retrouver de la croissance par la publicité. Donc dans ce contexte, on nous a posé cette question du e-retail média et de savoir s'il était une alternative ou un complément. Alors peu importe
peu importe l'adjectif, en tout cas comment le e-retail média, qui est quasiment un univers qui s'est construit en 2 ou 3 ans, s'articule aujourd'hui dans les stratégies de marque et quelles en sont les perspectives. Donc évidemment, je ne vais pas paraphraser les chiffres de la FEVAD parce que leurs documents sont très complets, il y a beaucoup de choses, mais on voit qu'évidemment le e-commerce accélère extrêmement fort, les dernières barrières ont sauté, les gens n'ont plus aucune réticence, et surtout effectivement la pandémie a mis en avant le besoin d'éliminer les frictions dans les processus d'achat, et donc effectivement aujourd'hui là où les gens qui ne faisaient pas d'e-commerce sont en train d'en faire, et ceux qui faisaient 50% de leurs courses en physique sont plutôt à 20 ou 30%, et donc on a un trend de croissance du e-commerce qui est 4 fois supérieur à ce qu'il était les autres années, puisque en gros dans les chiffres d'affaires des retailers c'était à peu près 10% il y a un an, aujourd'hui c'est 14%. Et on aurait plutôt projeté une croissance de 1%. Donc évidemment, la croissance est très rapide. Quand on interroge les consommateurs, on se rend compte que tous, et c'est ce que je disais tout à l'heure d'un point de vue un petit peu plus large, mais y compris sur le e-commerce, les comportements des gens changent. Donc le taux de pénétration d'un hypermarché baisse, le taux de pénétration du e-commerce est en croissance, donc de l'ordre de 20%. Et donc effectivement, ces tendances-là, elles sont accélérées par la pandémie, et on ne voit pas de raison que ça revienne en arrière pour le coup, puisque quand on a réussi à s'organiser dans des processus d'e-commerce, il n'y a objectivement pas de raison que ça revienne en arrière. Ça ne veut pas forcément dire que les commerces de proximité vont tous disparaître, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas des consommateurs qui prennent plaisir à aller dans les magasins, mais la part de marché du commerce physique va évidemment être condamnée à baisser, et il y a beaucoup de questions, et vous le voyez d'ailleurs dans les formats des retailers qui sont en train de se transformer. Le rôle d'un hypermarché par exemple est évidemment très questionné, puisque il y a beaucoup de mètres carrés avec un rendement par centimètre de linéaire qui est évidemment en train de tomber. Donc la progression est très très forte, et puis évidemment en corollaire de ça, les sites du commerce en ligne sont aujourd'hui les sites leaders en France, puisque voilà, quand on compare les sites d'actualité aux sites marchands, les sites marchands font 45 millions de visiteurs uniques, donc un peu plus. Alors évidemment ce chiffre est un peu obsolète, alors c'est un peu étonnant d'ailleurs que le monde du digital se mesure toujours en visiteurs uniques. Voilà, c'est un peu, vaudrait mieux plutôt regarder les visiteurs uniques jour que les visiteurs uniques mois, parce que les visiteurs uniques mois ça ne veut pas dire grand chose, mais en tout cas on voit une croissance très très forte de tous les sites de e-commerce, avec en premier lieu évidemment Amazon, qui en plus, et vous le savez, ne se limite pas à ça, puisque ils sont aussi diffuseurs de sport, et puis ils ont aussi Twitch, et voilà, donc l'empire d'Amazon est évidemment en train de grandir très très fortement. Alors dans ce périmètre-là, en fait, il y a un marché qui est aujourd'hui un peu un Far West, c'est un petit peu ce qu'on a voulu montrer à travers ce slide, où aujourd'hui les propositions médias autour du e-commerce sont extrêmement variées, et où il y a énormément d'acteurs dont le principal objectif est de suivre les comportements des consommateurs quand ils vont sur ces sites de shopping. Ce qui est intéressant dans ce marché, et j'y reviendrai en conclusion, c'est qu'il y a 2 façons de toucher les shoppers. Il y a de les toucher quand ils sont en acte d'achat dans un site de e-retail, donc c'est aujourd'hui ce que vendent Carrefour, Relevancy et tous les grands retailers, et puis aussi de suivre ces audiences-là une fois l'achat passé ou avant un prochain achat, munis des données de l'observation de leur comportement. Et c'est là où il y a une opportunité pour moi, en tout cas pour les marques médias, on va dire, traditionnelles, qui vendaient plutôt du centre d'intérêt, c'est-à-dire je consomme tel type de page, donc je suis susceptible d'acheter tel type de produit, où là, évidemment, on peut arriver dans de l'analyse data beaucoup plus fine. Donc ce marché, c'est à peu près 500 millions d'euros en 2020. On l'estime aujourd'hui à 700 millions d'euros. Donc on l'estime puisque... Autre attribut des GAFA, ils n'aiment pas donner leurs chiffres, puisque comme ils imposent leurs règles, voilà, c'est toujours très compliqué d'avoir tous les chiffres, mais voilà, on estime vraiment à peu près un marché à 700 millions d'euros, et dont on pense qu'il va évidemment croître encore dans les années à venir, avec justement cet enjeu de retrouver les audiences au-delà du site, et c'est par là que je conclurai. Pour nous, la complémentarité, elle se situe exactement là, puisque en gros, aujourd'hui, quand vous faites de la publicité sur un site de e-retail et que donc vous essayez de capturer le dernier millimètre d'attention d'un consommateur avant qu'il valide son panier ou
en cours de constitution de son panier, bah, vous avez des inventaires médias qui sont extrêmement intéressants parce que on est à un moment assez décisif pour ajouter quelque chose dans le panier. En revanche, ces inventaires sont limités et il y a une saturation publicitaire puisqu'évidemment, beaucoup d'annonceurs se jettent sur ce moment-là. Donc ça, c'est une opportunité média, mais qui est relativement limitée en termes de reach et dont on peut imaginer que le coût va évidemment s'inflater parce que c'est un moment de réceptivité qui est particulièrement intéressant et où peut-être aussi des systèmes d'enchères vont encore plus se développer pour justement le valoriser plus. Donc l'enjeu de complémentarité, et qui va intéresser pour moi les marques médias éditoriales autant que les plateformes, c'est la capacité à retrouver ces audiences au-delà des sites. Et là, c'est là où aujourd'hui des sites éditoriaux qui jouent beaucoup sur l'intelligence du contexte ou la valeur ajoutée de la marque média vont aussi pouvoir, s'ils acquièrent de la donnée shopper, bah effectivement, prouver que quelqu'un qui consomme une page culturelle sur un site d'une marque média éditoriale est un acheteur de voitures. Alors aujourd'hui, on fait des suppositions en rapprochant des critères sociodémographiques, mais évidemment, avec ce type de data, ça sera très intéressant. Donc c'est vraiment là que se situe cet enjeu-là, et c'est là où, d'un point de vue stratégique pour les annonceurs et les agences, on va retrouver le reach qui manque un peu peut-être dans les sites de e-retail et qui est relativement limité, sachant qu'il ne faut pas oublier, et c'est notre métier, c'est à la fois d'intercepter l'audience dans ces moments de réceptivité, au moment où on pense qu'elle peut acheter, mais c'est aussi de créer de la désirabilité de marque en permanence, puisque aujourd'hui, les marques se battent toutes pour la considération. Alors, pour ceux qui sont en agence, vous en faites tous l'expérience. 9 briefs sur 10 aujourd'hui que reçoit une agence, il y a écrit considération dessus. Donc, si on peut acheter la notoriété, si on peut acheter la réceptivité, on ne peut pas acheter la préférence et l'amour pour une marque. Donc là, évidemment, l'enjeu d'être capable de toucher les consommateurs au-delà, évidemment, des plateformes de e-commerce est clé. Donc nous, on croit beaucoup à cette complémentarité-là entre les moyens médias dits traditionnels dans leur version digitale et les sites de e-retail. Merci.